Bonjour Mariam. Bonjour Rachid. Anayel, c'est le symbole d'une histoire et d'une culture amazigh qui perdure. Oui, en parlant d'histoire, selon le brief, Yenayel, on le sait, c'est le nouvel an amazigh et le brief nous plonge dans les racines de cette histoire qui a plus de 3000 ans. Yenayel, c'est d'abord lié à un calendrier agraire millénaire structuré autour des saisons et des récoltes. Longtemps célébré dans les foyers et les villages amazighs, cette tradition reposait sur des gestes symboliques simples, couscous généreux, dates cachées dans les plats, rites de protection. Autant de pratiques qui ont traversé les siècles. Et aujourd'hui, le 14 janvier 2026, soit le premier Yenayel de 1976, cette fête connaît une visibilité nouvelle, notamment depuis qu'elle est devenue un jour férié national au Maroc en 2023. Le tout dans la continuité de la reconnaissance constitutionnelle de la langue amazigh en 2011. Et dans l'opinion, Ahmed Boukous, recteur de l'Institut royal de la culture amazigh, souligne que la célébration de Yenayel consacre la diversité marocaine. Selon lui, l'officialisation du nouvel an amazigh s'inscrit dans la vision royale et illustre un modèle marocain singulier de la gestion du pluralisme culturel et linguistique. Yenayel n'est plus seulement une fête du passé, il devient un levier de cohésion nationale, porteur de valeurs, de solidarité, de vivre ensemble et d'attachement à une identité partagée. Et cette reconnaissance culturelle s'accompagne aussi de mesures concrètes. L'économiste rapporte que le gouvernement marocain prévoit 1000 postes d'enseignants de langue amazigh en 2026, contre environ 200 en 2020. Une hausse significative qui s'inscrit dans un chantier stratégique visant à généraliser l'usage de l'amazigh dans l'enseignement, l'administration et les services publics. Une manière de faire vivre cette langue au-delà du symbole dans le quotidien de tous les citoyens marocains. Et du côté du matin, la célébration prend aussi une dimension culturelle et territoriale forte. À l'occasion toujours de Yenayel, la caravane du patrimoine culturel immatériel Massante Amazigh relie Rabat à Fès du 13 au 18 janvier. Objectif, documenter, préserver et transmettre les traditions amazighs liées à la terre, à l'année agricole, tout en les inscrivant dans une logique de développement territorial et culturel. Et enfin, la presse de Tunisie montre que Yenayel dépasse largement les frontières marocaines. En Tunisie aussi, le nouvel an amazigh est célébré comme un moment de transmission et de création contemporaine. Et à Tunis, des concerts mêlant musique amazigh et influence moderne illustrent la vitalité de cet héritage en Afrique du Nord. Yenayel y est présenté comme un hommage aux ancêtres, mais aussi comme un symbole de renouveau et surtout de dialogue culturel entre les générations. Nous vivons actuellement les derniers moments de la Coupe d'Afrique des Nations avant la fin de la compétition. Dernière semaine, cette CAN. Et justement, ce soir, on connaîtra les deux affiches de la finale, puisque les demi-finales... Une seule affiche. Une seule affiche ? Oui. Bon. Pour la finale, il n'y aura qu'une affiche. Oui, il y aura une affiche. Voilà. Donc deux demi-finales aujourd'hui Voilà. pour une affiche de la finale. Et il y a justement un fait marquant que souligne Libé Sport. Les 4 équipes encore en lice sont toutes coachées par des entraîneurs africains. J'ai tout juste jusque-là. Et donc, c'est une première dans l'histoire de la Coupe d'Afrique, rappelons-le. Et quoi qu'il arrive, donc, le trophée restera dans des mains africaines. Et ce n'est pas un hasard, depuis quelques éditions déjà, les entraîneurs du quotidien s'imposent. Aujourd'hui, on a Al-Gragui, Hossam Hassam, Pape Thiaw ou encore Eric Schell qui prolongent cette dynamique. Et ce que ça raconte, au fond, c'est une chose simple, le football africain se comprend mieux de l'intérieur. Et parmi les équipes qui auront marqué cette CAN, même au-delà des résultats, c'est le Sénégal qui occupe une place à part et telle qu'elle raconte justement comment Tanger a vécu au rythme des Lions de la Teranga tout au long de la compétition. Tanger, ville où est basée l'équipe sénégalaise. Et après 6 matchs disputés dans le même stade, une ferveur populaire constante, une relation particulière, nous, avec le public marocain, séduit par les supporters et aussi les grands joueurs sénégalais comme Sadio Mané. Mais derrière la fête, il y a aussi des questions de fond. Dans le 360, l'analyste Aziz Daouda pose un constat qui fait réfléchir. Oui, la CAN est belle, mais elle montre aussi que l'Afrique ne nourrit plus totalement son propre football. Beaucoup de joueurs viennent de la diaspora, formés ailleurs en Europe. Et pour lui, le CHAN devient un enjeu clé. C'est le dernier espace qui permet de valoriser les championnats locaux, de garder les talents plus longtemps et de préserver une forme de souveraineté sportive africaine. Et pendant qu'on joue les dernières minutes de cette CAN 2025, la suivante se prépare déjà. Et CNews annonce que la
CAF a lancé les qualifications pour la CAN 2027 prévues au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. À peine une édition qui se termine qu'une autre commence déjà. Un calendrier de plus en plus donc chargé qui pose forcément une question: à quel rythme doit-on jouer le football africain? D'autant plus que la CAN pourrait à terme passer sur un cycle de 4 ans, ce qui changerait profondément l'économie du football, mais aussi la préparation des équipes sur le continent. Réduire les émissions carbone est un grand défi du siècle aussi, nous dit la presse. Oui, et rappelons que le carbone, c'est la trace de pollution que laisse tout ce qu'on produit ou ce qu'on consomme. Plus on émet du CO2, plus on pollue. Aujourd'hui, cette pollution a un prix économique et social politique. Selon Géo, l'année carbone 2026 est déjà terminée et pour surtout les plus riches, selon Oxfam, en seulement 10 jours, le 1% le plus riche de la planète atteint son quota annuel d'émissions. Pour les ultra-riches, les 0,1%, il n'a fallu que 3 jours et le constat est brutal. Ceux qui polluent le plus sont aussi ceux qui subiront le moins les conséquences. Pourtant, cette surconsommation en carbone pourrait provoquer plus d'1 million de morts liées à la chaleur d'ici la fin du siècle, principalement dans les pays les plus pauvres de notre planète. Et dans Le Devoir, l'économiste Louis Bellemare rappelle un point souvent oublié: le coût de la transition verte est un coût transitoire. Autrement dit, investir aujourd'hui dans les énergies propres coûte, mais ne fera pas en sorte que ça coûte plus cher pour demain. Le problème, c'est quand les règles ne sont pas les mêmes pour tous, quand certains territoires ou secteurs font l'effort pendant que d'autres continuent à polluer sans contrainte. La transition devient socialement fragile et donc derrière le carbone, il y a une question clé: comment répartir équitablement l'effort climatique sans casser l'adhésion des populations? Et cette question se pose aussi très concrètement pour le Maroc. Dans Les Échos, l'enseignant-chercheur Zakaria Abbas alerte sur le mécanisme carbone européen qui va devenir pleinement opérationnel cette année. Désormais exporté vers l'Union européenne ne dépend plus seulement du prix ou de la qualité, mais aussi du contenu carbone des produits. Et pour un pays comme le Maroc, dont près de 60% des exportations vont vers l'Europe, l'enjeu est majeur. Le carbone devient une nouvelle barrière commerciale et les entreprises marocaines devront mesurer, tracer et prouver que leurs émissions sont maîtrisées sous peine de voir leurs produits pénalisés financièrement. Autrement dit, le carbone n'est plus une abstraction climatique, c'est désormais un facteur direct de compétitivité économique. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 14 janvier 2026. Quel autre 14 janvier avez-vous retenu dans l'histoire? Alors le 14 janvier, ce n'est pas une date ordinaire, en particulier pour la Tunisie. C'est le jour où un rêve collectif est né. Il y a 15 ans exactement, en 2011, la rue s'exprime et Ben Ali quitte le pouvoir. Et pour la première fois dans un monde arabe, une révolution pacifique dite du jasmin ouvre une brèche. Pendant quelques années, la Tunisie incarne l'espoir, pluralisme politique, débat public, société civile en mouvement. Mais aujourd'hui, le médecin universitaire tunisien Mohamed Salah Ben Ammar, dans une tribune publiée sur Business News, résume l'état du pays en une phrase forte: la Tunisie n'est ni morte politiquement, ni vivante démocratiquement, elle est suspendue. Et selon l'auteur, la révolution n'a pas été écrasée, elle s'est figée, faute d'avoir été traduite en institutions solides et en réponse sociale durable. Le rêve de 2011 n'a pas disparu, mais il a été récupéré puis vidé de sa substance. La rupture politique s'est transformée en impasse, tandis que le débat national s'est peu à peu refermé. Pour autant, la tribune refuse le constat d'un échec total, car ce qui tient encore, décrit-il, c'est la société tunisienne, sa culture de la liberté, sa capacité critique, sa mémoire collective et cette force intacte à continuer de rêver plus loin, plus fort, pour reprendre en main un destin commun. Merci beaucoup, Mariam Kokaïna.